Là, mais bon, je n'ai pas fait ce. Donc, je vais prendre un petit quart d'heure pour vous présenter Ovide. Voilà. Là, j'ai mis des mots dont je me servirai assez clairs en latin. Oui. Merci. Et ensuite, je vous ai mis les diverses monnaies. Alors, pourquoi? Pour en arriver à savoir combien coûtait l'entrée dans un lupanar à Pompéi. On le sait puisque c'était gravé sur les murs. Mais pour que vous ayez une idée du prix, j'ai aussi mis combien valait le verre de vin dans les tavernes de Pompéi, puisqu'on a retrouvé également les graffitis sur les tavernes. Voilà. Alors, le vin de Falerne, c'est le vin supérieur, c'était un cru de la Campanie autour de Rome que les riches romains consommaient. Et après les équivalences de la petite monnaie as, sesterces, deniers. Voilà pourquoi j'ai développé tout ça. Parce qu'on ne peut jamais, on me pose souvent les questions, oh, combien ça coûterait de nos jours? C'est pas possible de... Oui. Je ne vais pas vous dire 1 euro, ça n'a aucun intérêt. Donc les seuls indices qu'on ait, c'est voilà, le prix des denrées de base, comme on dit. C'est pour ça que j'ai mis ça. Voilà. Donc, troisième partie pour aujourd'hui, je vais commencer par l'évolution des mœurs du 1er siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. La dernière fois, je vous ai parlé du mariage cum manu, le mariage avec la main, sous-entendu du mari. Donc, je vous ai raconté que c'était le mariage des premiers temps, le mariage traditionnel, où l'on passait de la main du père à la main du mari. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, ou même un petit peu avant, même je dirais peut-être 2e avant Jésus-Christ, ça commence, il y a une nouvelle forme de mariage qui se généralise, le mariage sine manu, sans la main du mari. Donc la famille, peu à peu, elle devient nucléaire, c'est-à-dire que les nouveaux mariés n'habitent plus chez le chef de clan, mais ils ont leur propre maison. Donc la grande gens, la grande famille, ce qu'on appelle la gens à Rome, les Julie, les Claudie, deviennent peu à peu polynucléaires puisque les membres de cette grande gens vivent de manière séparée, de plus en plus. Alors la romaine, elle reste quand même mineure, donc elle est toujours liée à un homme et elle va rester liée à son père. Elle est donc comme prêtée, en quelque sorte, à son mari. Mais son tuteur reste son père, ou si le père décède, on nomme un tuteur de la famille de la mariée, pas de la famille de l'époux. Et si le tuteur ne se montre pas complaisant avec la jeune femme, elle peut demander à en changer. Donc un autre membre de sa famille va faire office de tuteur, qui va lui gérer ses biens. Alors, il semble qu'en règle générale, pour le premier mariage, je vais dire, c'est le père qui garde la haute main sur le choix du mari. Pourquoi? Parce que c'est le mariage le plus prestigieux et parce qu'on va choisir un jeune homme d'une grande famille également, de talent, qui va peut-être devenir un allié pour la famille de la jeune fille. Voilà. Donc les mariages arrangés continuent bien sûr, mais je vous ai mis que la jeune fille est quand même libre de refuser un prétendant. Bon, elle ne va pas en refuser plusieurs évidemment, mais la jeune fille a déjà une petite part de choix, même dans son premier mariage. Après, en cas de veuvage, de divorce et de remariage bien sûr, alors là, liberté totale. La femme est dégagée de contraintes, même si elle garde toujours un tuteur.
Alors, je vais citer là deux hommes célèbres que vous connaissez, César et Pompée, par exemple. César s'est marié 3 fois, Pompée 5 fois, et ils se sont mariés au gré des alliances politiques qu'il y avait à faire. Bon. Donc César était consul avec Pompée, son co-consul. Ils se sont mariés quand ça allait, avec la personne qui arrangeait leur carrière politique. César va donner sa fille Julie à Pompée en mariage, et pourtant Pompée l'avait trompé avec sa troisième épouse. Vous voyez, donc tout va bien. Bon, ce que je suis en train de raconter, en fait, ça équivaut à 20% de la population de Rome. Parce que ce qu'on sait sur les mariages, sur la sexualité, sur le divorce, en fait, ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait sur la classe supérieure. Qu'en était-il de la classe moyenne et de la classe pauvre, qui étaient aussi de conditions libres? Là, la documentation, la littérature, l'iconographie en parlent beaucoup, beaucoup moins. Alors, dans les campagnes, il y avait multitude de paysans libres, de petits propriétaires ou de métayers aussi qui administraient les grands domaines agricoles. Et ces gens-là étaient mariés également, mais on n'a aucun indice, aucune trace de leur vie quotidienne. Voilà. Donc là, je parle vraiment pour une petite partie de la population. Alors, chez un poète satirique, Juvénal, il y a un exemple de divorce chez une femme du peuple à Rome. Alors, j'avais retrouvé l'extrait de texte. Alors, Juvénal se moque. Juvénal, c'est un auteur satirique. Il fait des poésies en se moquant des mœurs de ses concitoyens de l'époque. Donc, il dit « Une femme du peuple consulte un devin pour savoir si elle doit quitter son mari, qui était cabaretier, pour épouser un marchand d'habits d'occasion. » Voilà. Alors, les habits d'occasion, c'était une profession très prospère à Rome, parce qu'on s'habillait beaucoup de vêtements de seconde main. Voilà, donc Juvénal se moque de cette femme en disant, voilà, même les femmes du peuple, si elles trouvent un meilleur parti, elles n'hésitent pas à divorcer et à changer d'époux très facilement. Bon, je vous rappelle que rien n'est plus étranger aux Romains que le sens biblique de l'appropriation de la chair. N'avoir connu qu'un seul homme dans sa vie, c'était certes un mérite pour une Romaine, mais pas un devoir. Et donc les hommes ne répugnaient absolument pas à se marier et à avoir des enfants avec une dame divorcée. C'était ni déshonneur, ni quoi que ce soit, ni culpabilité. La virginité était certes importante pour le premier mariage, la jeune fille était préservée jusqu'au premier mariage, mais après, elle importait peu. Donc voilà, je voulais parler aussi de la séparation des biens lors du mariage sans la main. Donc la jeune aristocrate qui se marie apporte une dot considérable en général. Je vous l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas de contrat de mariage, ni officiel, ni rien du tout. C'est juste une parole, le mariage, entre les familles. Mais par contre, il y a un contrat de dot, d'accord? Puisque la jeune femme apporte souvent des biens considérables. Ça peut être de l'argent, de l'or, des meubles, des bijoux, mais aussi la jeune romaine, elle peut avoir des biens immobiliers, des immeubles de rapport à Rome, des grands domaines agricoles autour de Rome qui rapportent beaucoup d'argent, et aussi les esclaves font partie de la dot. Donc le mariage cinémanou, voilà, il y a toujours séparation de biens. Le mari ne devient ni le propriétaire ni l'héritier des biens de sa femme. Alors, normalement, dans le contrat de dot, il y a une petite partie, un sixième en général, qui revient au mari. Mais ce n'est pas la totalité. Et également, le revenu du capital qu'apporte la jeune femme dans le mariage, là, peut être utilisé en commun par le couple.
c'est-à-dire les loyers d'un immeuble, le revenu d'une grande terre à la campagne, etc. Là, c'est utilisé par le couple, sinon ça reste la propriété de la jeune femme. Voilà. Au divorce. Bon, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, les unions deviennent de plus en plus instables. Vous vous souvenez, 1er siècle après Jésus-Christ, pour vous donner des indices, c'est le cours que j'avais traité en début de la série des cours que j'ai fait, la dynastie julio-claudienne, l'empereur Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron. Voilà. Le 1er siècle après Jésus-Christ, c'est sous ces empereurs-là. Donc le divorce est aussi facile que le mariage, puisque ce n'est ni un acte public, ni un acte juridique. Donc il fallait un mot pour se marier, il faut un mot pour divorcer. Voilà. Donc pour répudier son conjoint, ben, le mot n'est pas nécessaire. Vous allez voir dans les textes que j'ai mis, quelquefois la romaine s'en allait, et quand le mari rentrait, ben, elle n'était plus là. Donc je vous ai mis 3 extraits. Le premier, c'est une phrase de Sénèque, voilà, le philosophe Sénèque, qui stigmatise les Romaines. Alors Sénèque, je vous le rappelle, c'est bon, le philosophe stoïcien chez les Romains par excellence. Le stoïcisme a eu beaucoup de succès chez les Romains, avant le christianisme. Sénèque a été le précepteur de Néron. Il a été son ministre également, jusqu'à ce que Néron le condamne à se suicider parce qu'il avait comploté à la fin contre lui. Alors, dans un de ses ouvrages, Des bienfaits, il y a 2 petites phrases que j'ai relevées. Donc, les Romaines se marient pour divorcer, elles divorcent pour se marier. Et après, là, c'est aussi rigolo. Elles ne comptent plus les années par le nom de consul, mais par celui de leur mari. Et les 2 autres petits textes qui suivent, alors le premier, c'est un extrait d'une lettre de Cicéron. Donc Cicéron, je n'en ai pas beaucoup parlé encore. C'était un homme politique et un excellent avocat du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et dans une de ses lettres, il écrit sur une femme qu'on ne connaît pas, une aristocrate romaine. Voilà. Donc ça daterait environ de 50 avant Jésus-Christ. Donc il dit qu'une jeune femme, Paula Valeria, la sœur de Trianus, a divorcé sans cause, le jour même où son mari devait rentrer de sa province. Voilà. Et elle doit se marier à un nouveau monsieur, Brutus. Voilà. Donc le sans cause, là, a choqué Cicéron. Et puis, bon, une autre divorcée célèbre, Messaline. Je vous en avais un petit peu aussi parlé dans mon cours sur la dynastie julio-claudienne, mais rapidement parce que je n'avais pas eu beaucoup de temps. Alors Messaline, bon, c'est devenu un nom commun, une Messaline. On parle d'une Messaline pour une femme qui a de nombreux amants et une vie sexuelle assez débridée. Alors c'était la femme de l'empereur Claude, que Claude avait épousée quand elle avait 14 ans, hein, comme je vous avais dit que chez les Romaines, elle se mariait à peu près à cet âge-là. Claude avait 35 ans de plus qu'elle. Voilà. C'était sa 3e femme. Donc Messaline, à 14 ans, elle a eu rapidement 2 enfants. Vous allez reconnaître les noms, ça vous dit quelque chose. Britannicus, une pièce de Racine. Et après une jeune fille, Octavie, que Néron va épouser et puis répudier et faire assassiner. Donc elle a eu 2 enfants très rapidement, très jeunes. Et puis après, selon Tacite, notre historien antique, là, qui a écrit les Annales, elle avait de nombreux amants. Et même, elle avait été taxée du nom de Mérétrix Augusta. Donc Mérétrix, c'est la courtisane. Et Augusta, ça signifie impériale. Donc Tacite se moque d'elle. Il y avait la rumeur dans Rome qu'elle allait se prostituer dans les lupanars. Voilà.
pour ça qu'elle était taxée de courtisane impériale. Bon, quoi qu'il en soit, Tacite raconte que 10 ans après, elle a 24 ans à peu près, Messaline profite de l'absence du mari, Claude, qui est parti gérer des affaires en province, pour épouser un jeune consul qu'elle avait pour amant depuis pas mal de temps. Les trois parties étaient consentantes. C'est Silius. Voilà. Et donc, quand Claude rentre de province, Messaline n'est plus là. Et ce qui est aussi intéressant là chez Tacite, c'est qu'il dit qu'elle avait repris le montant de sa dot. Voilà. Donc, la demeure impériale est plus ou moins vidée de meubles. Voilà, d'esclaves et d'affranchis, vous voyez, là aussi c'est dans la dot. Et Messaline est partie vivre chez Silius. Elle s'est remariée entre-temps avec lui, il y a eu une cérémonie privée. Voilà. Et donc c'est plutôt ce que Claude ne va pas accepter, enfin les affranchis de Claude qui vont le mettre au courant. Et c'est pour cela qu'il va faire assassiner Messaline. Voilà. Et pas pour ses frasques antérieures auxquelles il était habitué et pour lesquelles il était consentant. Voilà pour les exemples de mariage, de divorce célèbre, pardon. Alors, le mariage sine manu maintient les biens chez la jeune fille, donc le divorce, il en est de même. La jeune femme repart en emportant sa dot. Après, elle peut se remarier ou rester jeune divorcée, peu importe. Mais peu à peu, les femmes vont gérer cette dot, elles vont gérer leurs propres affaires. Dans l'aristocratie, bien sûr. En ignorant le mari, si elles se remarient, ou même le premier. Alors, comment elles vont pouvoir arriver à gérer cela? Bon, elles ont le tuteur, elles peuvent avoir un ami aussi qui prend en charge la gestion du patrimoine, ou, j'en ai pas parlé cette année, mais il y a aussi des affranchis au service des aristocrates romains. Ce sont des esclaves qu'ils ont peut-être achetés ou pas, qui sont comptables, qui sont secrétaires, ce sont des esclaves, des gens qui étaient lettrés avant d'être esclaves, voilà, et qui peuvent aussi servir d'hommes d'affaires en quelque sorte pour continuer à faire fructifier la dot que la jeune femme a reçue de sa famille. En terre, en immeuble, comme je vous ai dit, en propriété foncière. Alors, où vont les enfants quand le divorce est proclamé? Alors, c'est le père qui garde les enfants, parce que je vous avais bien expliqué qu'on se marie chez les Romains pour continuer la lignée familiale, la lignée de citoyens. Donc, souvent, il devait y avoir de sacrées familles recomposées, même à l'époque. Puisqu'on se mariait, on avait des enfants de plusieurs maris, les maris avaient des enfants de plusieurs femmes, donc la famille recomposée de nos jours, c'est pas nouveau en fait, du tout. Et là, je voulais aussi vous dire que les relations mère-enfant chez les Romaines ne sont absolument pas les nôtres. Elles sont très différentes de celles de nos jours. Un enfant noble, un enfant aristocrate, est élevé par sa nourrice, Nutrix. Facile là. Et on embauche aussi, ou c'est un esclave souvent, un nutritor. C'est un esclave homme qui va s'occuper de la petite enfance des enfants de la maison. Les faire jouer, les sortir, les instruire un petit peu. Voilà. La femme romaine, dès la naissance du bébé, ne pouponne pas. Elle n'allaite pas, sûrement pas. D'accord? Donc il n'y a pas de relation affective très très profonde. C'est souvent le rôle des esclaves ou des employés de la maison. Alors d'ailleurs, ça peut mener à des situations scabreuses, ce genre de choses. Je reviens dans la dynastie julio-claudienne, dont on sait beaucoup de choses grâce aux historiens Tacite, Suétone, etc. Je reviens à Auguste, le premier empereur.
Donc avant d'être Auguste, il s'appelle Octave, si vous vous souvenez bien. Octave est marié assez jeune à une dame. Il a une fille avec cette dame. Enfin, cette dame est enceinte de Julie, la fameuse fille là qui va exiler. Son épouse est enceinte. Bon. Il rencontre celle qui va devenir son impératrice pendant toute sa vie, Livie. Livie est aussi mariée à un premier monsieur. Elle a déjà un enfant et elle est enceinte d'un deuxième enfant, de Drusus, d'un garçon. Peu importe, il est devenu amoureux de Livie, c'est Livie qu'il veut. 2 divorces simultanés, alors que les dames sont enceintes. Ça ne gêne en aucune façon. Donc Octave épouse Livie, qui va devenir son impératrice. Hein. En même temps, il va devenir père de Julie, sa première épouse. Et Livie, elle a déjà un fils et elle va en avoir un deuxième, mais qui n'est pas d'Octave. Pas de problème. D'accord ? Puisqu'après, ce sera Tibère, le premier fils de Livie, qui va succéder à Octave, qui est son beau-père. Ça va ? Voilà. Pourquoi j'appelle ça des situations plus ou moins scabreuses, mais bon. Pas de notion d'appropriation de chair, pas de notion de coquillage chez les Romains. Donc ce n'est ni un déshonneur, il n'y a pas de culpabilité, donc il y a des situations qui nous paraissent quand même assez un peu choquantes là, quelquefois, mais pas pour eux. Voilà. Donc là, c'était pour vous parler du divorce qui était une pratique banale. Vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Je vais passer à une partie suivante que j'ai appelée des femmes libres. Voilà. À partir d'une certaine époque, de ce 1er siècle après Jésus-Christ, il y a un nouvel idéal de femme qui va succéder à la matrona romaine. Là, j'ai mis des termes en latin. Bon, dans les temps antiques, la matrona, la femme, c'est la mère de famille. On se marie, on a une vie conjugale pour avoir des enfants. Et peu à peu, elle va prendre un peu de liberté. On va trouver des mots différents. Ce sera la moulière. Bon, moulière, ça donnait mollier en espagnol. Et mujer en espagnol, mollier en italien. Voilà. Sinon, c'est Luxor, l'épouse, là je vous en ai parlé de la dernière fois, ou la fémina, enfin. Voilà. On voit des termes apparaître de manière différente. À partir de ce 1er siècle après Jésus-Christ. Même un petit peu avant, parce que je vous ai parlé, j'ai marqué ce que clament les femmes en moins 195, deuxième avant Jésus-Christ. Elles descendent dans la rue, les Romaines. Elles clament homo sum. Alors, homo, c'est je suis un être humain, je ne sais pas, je suis un homme. D'accord ? Parce que l'homme, c'est vir, virilité, chez les Romains. Là, c'est très différent de vir. Viri, c'est l'homme, le mâle, quoi, dans sa virilité. Donc, pourquoi elles descendent dans la rue ? Parce qu'il y avait une loi, la loi Oppia, qui leur interdisait de paraître avec des bijoux en or. Il y avait un certain tant de sesterces, il fallait porter tant de sesterces. Enfin, il y avait une limitation sur les bijoux en or, sur la teinture des robes de femmes, les bijoux en or, la teinture des robes de femmes, et ensuite elles ne pouvaient pas sortir dans Rome dans une voiture attelée par des chevaux. C'était la loi Oppia. Donc, au 2e avant Jésus-Christ, elles descendent dans la rue. Homo sum, clame-t-elle. J'ai des droits, je suis humaine. Et elles vont arriver à faire abroger la loi Oppia. Pourtant, j'avais relevé les paroles d'un consul très traditionnel, Caton l'Ancien, qui s'est opposé à cette abrogation de la loi et qui a dit dans le Sénat « Tous les peuples obéissent aux Romains et les Romains obéissent à leurs femmes. » Donc, les femmes ont été défendues par un tribun de la plèbe et elles ont gagné. La loi Oppia a été abrogée. Bon, là c'était pour vous montrer comment peu à peu elles affirment leur personnalité et vont essayer de se libérer un petit peu.
Donc il y a une baisse de la natalité assez exceptionnelle au 1er siècle après Jésus-Christ. On passe de 10-12 enfants à 2 enfants, en général, par famille. C'est le chiffre qui est le plus reconnu. Alors comment? Bon, même si on ne sait pas grand-chose sur la contraception, il ne fait pas de doute qu'elle a été utilisée de diverses manières par les Romains. Alors Ovide, là, notre poète de l'amour, fait allusion à un lavage rituel après les relations intimes. Et puis on sait aussi qu'elles utilisaient diverses potions qui n'ont pas dû toujours être très bénéfiques à base de plantes ou bien comme au XVIIIe, XIXe siècle, des petites éponges imbibées d'acide, de vinaigre, etc. Qui étaient utilisées par les femmes pour le rapport sexuel. Les avortements également, il y avait des faiseuses d'anges même à cette époque-là, étaient courants chez les Romains. Voilà, tout ça pour vous expliquer la baisse de la natalité. On a donné, j'ai lu plusieurs ouvrages où il y avait diverses hypothèses sur la baisse de la natalité et la chute de l'Empire romain. Certains historiens modernes dénoncent aussi les tuyaux de plomb qui acheminaient l'eau dans les maisons. Ce ne sont que des hypothèses. Alors je voulais, comme exemple, vous lire un extrait de texte là, qui est bien significatif de la libération de la femme romaine après un premier mariage. C'est un texte de Cicéron. Voilà, aujourd'hui, j'introduis un petit peu cet auteur romain, là, célèbre. Donc Cicéron, homme politique et avocat. Donc il a défendu diverses personnes et on a quelques-uns de ses plaidoyers. Donc dans ce texte, Cicéron plaide pour un jeune homme, un certain Caelius Caelius. Voilà. C'est pas en 49 après Jésus-Christ, c'est le chapitre 49. Je ne me rappelle plus. C'est au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc il va plaider pour un jeune homme qui est accusé par une dame, par Claudia, une romaine, une aristocrate célèbre. C'est la sœur d'un tribun de la plèbe célèbre, Claudius. Alors pourquoi Claudia, c'est un lahu? Il y a une raison, je vais vous l'expliquer. D'accord? Les Claudii, c'était une grande famille, une grande gens, comme les Julii, la gens de Jules César. Il y avait les Claudii, les Julii, c'était les plus grandes familles de Rome. Et le frère de Claudia, Claudius, il a changé son nom parce qu'il voulait être tribun du peuple, tribun de la plèbe. Voilà. Donc il a fait transformer le Claudius en le AU en O. Donc on retrouve dans certains textes latins Claudius ou bien sa sœur Claudia, comme là, avec un O tout simple parce qu'ils ont changé leur nom de famille. Pour se faire élire tribun de la plèbe, on pouvait faire pas mal de choses. Voilà. Donc là, c'est pas Claudius qui est en cause, c'est sa sœur Claudia, une jeune femme. Donc je vais vous lire ma petite intro puis le texte de Cicéron. Après un veuvage ou un divorce, certaines femmes de la haute société se font volage. Ainsi Claudia, qui, après avoir, dit-on, empoisonné son proconsul de mari en moins 59, va d'amant en amant. Alors Claudia, c'est la muse d'un fameux poète, Catulle. Il nous reste les poèmes qu'il a écrits en hommage à son amante, à Claudia qui a été son amante. Ce sont de très très beaux poèmes d'amour. Mais Claudia, elle n'est pas restée avec Catulle, elle est passée au jeune Caelius. Voilà. Et Caelius en a eu assez au bout d'un moment de la liaison avec Claudia et il a rompu. Donc Claudia n'a pas supporté d'avoir été laissée et elle l'accuse devant les tribunaux, alors d'une chose très grave, hein, d'avoir empoisonné son mari, le fameux Métellus, il n'est pas. Il avait empoisonné son mari qui était mort dans des circonstances étranges. Bon, c'est peut-être elle qui l'a empoisonné, bien sûr, vous vous doutez. Voilà. Donc Cicéron défend Caelius
devant les tribunaux de Rome. Voilà. Et pour le défendre, évidemment, il va accuser Claudia d'avoir une vie trop libre. D'accord? Voilà le texte, le vrai texte du plaidoyer. Claudia dîne délibérément avec n'importe qui. Sa démarche, sa toilette, son escorte, le feu de ses regards, mais aussi la liberté de ses propos, ses étreintes, ses baisers, ses baignades, ses promenades en barque, ses soupers, dénoncent une femme galante, provocante et affriolante. Après j'ai coupé, et la dernière phrase, elle est l'amie de tous les hommes, et chaque jour, elle vient dans ses jardins au bord du Tibre, choisir parmi les jeunes baigneurs ses bonnes fortunes. Voilà. Donc, Cicéron l'emporte dans ce plaidoyer pour Sélus. Sélus ne sera pas accusé du meurtre du pauvre mari de Claudia. Mais au moins, on a un témoignage, voilà, bon, pas littéraire, juridique même, de la liberté de certaines femmes romaines après, je vous rappelle, là, après leur premier mariage, puisque Claudia s'est peut-être débarrassée de son mari. Voilà. Donc voilà pour ce plaidoyer de Cicéron. Alors, à ce siècle-là, moi j'avais pris le buste célèbre là d'une romaine avec une coiffure particulièrement alambiquée. Les aristocrates romaines ont de nombreuses servantes, une coiffeuse privée le matin vient les coiffe parmi ses servantes. C'est une époque où la toilette de la femme devient beaucoup plus raffinée. On ne porte plus la longue robe blanche épaisse traditionnelle, la stola. On fait venir des tissus beaucoup plus fins. Alors le tissu de Pharos, c'est un tissu d'Égypte très réputé, une espèce de lin blanc fin. On les fait teindre aussi. Il y a des tas de rues à Rome où les teinturiers teignent des étoffes. La teinture la plus chère, c'est la pourpre, le rouge foncé. On utilise des onguents, on utilise des parfums, des crèmes. C'est le blanc de céruse qui est à la mode pour les visages. Il ne faut pas être bronzé, il faut être vraiment bien blanche. On utilise une espèce de pommade blanche là, pour le matin. La teinture pour les cheveux également. Voilà. Les femmes au 1er siècle après Jésus-Christ vont au bain, vont dans les établissements de bain. Il y a des horaires spéciaux qui leur sont réservés en début d'après-midi, mais elles y vont. Elles assistent, je vous l'avais déjà dit, aux jeux de gladiateurs, aux courses de chars. Elles ont des gradins qui leur sont réservés, mais elles y sont. Elles assistent aux représentations théâtrales, aux pièces de théâtre, aux spectacles, aux mimes. Elles y sont également. Bon, elles ne sont pas sur scène, je vous le rappelle, une femme n'est pas actrice. Ce sont les messieurs avec des masques et des costumes déguisés qui jouent le rôle des femmes au théâtre. Mais elles sont parmi les spectateurs. Quand on est invité chez les Romains, quand monsieur est invité à un banquet, madame suit. Madame est invitée également. Alors que chez les Grecs, elle reste dans le gynécée. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors au banquet, les Romains mangent couchés sur des grandes banquettes. Alors la femme romaine libre traditionnelle ne se couche pas par contre, elle est assise. Manger couché est réservé aux courtisanes du banquet qui sont invitées. Est-ce que c'est noté là? On parle pas. Ah si, on parle des soupers de Claudia, mais il n'y a rien qui est développé de plus là. Ces soupers dénoncent une femme galante. Alors peut-être, voilà, est-ce que Cicéron, dans cette phrase, l'accuse de dîner le soir avec les messieurs en étant couché sur les mêmes lits? Peut-être. Ouais. C'est juste une hypothèse. En tout cas, elle participe à la vie aux activités de Rome,
au loisir. Elles vont à côté en dessous de Pompéi, il y a la ville de Baïès, une ville balnéaire. Elles vont prendre les eaux à Baïès. Voilà. Il y a des mosaïques d'une villa de Sicile qui les présente en train de faire du sport, de jouer à la balle. Donc on peut émettre l'hypothèse que dans les établissements de bain où il y avait des salles pour jouer aux jeux de paume, pour faire des activités sportives, elles pouvaient y accéder également. Voilà. Donc malgré cette notion où la femme restera toujours une éternelle mineure à Rome, elle a quand même une certaine liberté. C'est ce que je voulais vous démontrer dans cette partie. Alors dans mon plan, la partie suivante, c'est la sexualité chez les Romains, qui n'est pas non plus facile parce qu'elle est souvent passée sous silence. Ce n'est pas le grand sujet d'écriture chez les Romains, donc on n'a pas non plus retrouvé des choses très très claires, mais on essaie de deviner. Dans la première partie de mon cours, je vous avais expliqué que les rapports conjugaux entre le couple n'appartiennent pas du tout au domaine de l'érotisme, d'accord ? Ils relèvent d'une sexualité de reproduction. Et c'était avec le bas-relief de Vénus et d'Anchise où la lune apparaissait dans un coin. Alors je vous avais dit, cela montre que chez les Romains, la sexualité se passe de nuit, habillée souvent, de nuit, sans lampe, habillée, voilà. Ça, c'est dans la relation conjugale, je vais dire, dans le couple. Cependant, il y avait aussi des relations érotiques qui prenaient une grande place dans la vie des Romains, mais qui sortaient du domaine de la relation conjugale, encore une fois. Il faut faire la séparation des deux. Alors le principe, on va voir un autre auteur là, dont je n'ai jamais parlé, c'est un auteur de comédie, Plaute. Molière s'en est énormément inspiré pour écrire certaines de ses comédies. Voilà. Donc Plaute, là, dans l'extrait que j'ai pris, bon, l'intrigue de la pièce ne m'intéresse pas, je ne vais pas vous la raconter. Il y a juste une phrase qui m'avait interpellée. C'est un garçon qui va dans un lupanar et il rencontre quelqu'un à l'entrée du lupanar et ils discutent. Et l'autre personne lui dit, et là c'est vraiment le principe de base de l'érotisme chez les Romains, la personne lui dit « Pourvu que tu t'abstiennes de femmes mariées, de veuves, de vierges, de jeunes hommes et d'enfants de conditions libres, fais l'amour, j'ai un peu édulcoré le terme, avec qui tu veux. » Voilà. Alors vous allez me dire, mais alors qui reste ? Il reste énormément de monde. Je pense des choix. Tous les esclaves. Il y en a beaucoup. Il reste plus de monde que ce que vous croyez. Ça signifie que le champ des possibles était vaste dans le monde romain, puisqu'une majorité d'hommes et de femmes dans Rome n'appartiennent pas à la catégorie privilégiée des citoyens et des gens libres. Et donc ils peuvent devenir objets d'amour, objets sexuels. Donc la sexualité, comme je l'ai mis en titre, c'est une affaire de statut social et pas une affaire de vertu, comme dit Paul Veyne. Voilà. J'avais relevé je vous ai toujours dit depuis le début que Paul Veyne est mon historien romain moderne préféré. Je vous avais conseillé la lecture d'un petit ouvrage, La vie quotidienne à Rome, là, qui est excellent. Et donc j'ai relevé un de ces paragraphes là qui me semble vraiment bien cerner le sujet. Nous sommes dans une société où les conduites sexuelles permises varient selon les classes sociales. La morale sexuelle romaine n'est pas une morale au sens moderne du mot, elle est affaire de statut, non de vertu, de gestes extérieurs, non de répugnances intérieures. Voilà, là il me semble que Paul Veyne, il flash bien là sur l'essentiel de la sexualité chez les Romains. Donc il y a des interdits forts. Voilà.
Et les transgressions sont sévèrement punies par la loi. Mais les enfants libres et les jeunes gens de bonne famille étaient très entourés, très surveillés et très bien protégés de prédateurs sexuels, puisqu'ils étaient souvent enfermés dans la grande domus, dans la grande maison, avec les murs extérieurs sur la rue pleins. Il n'y a pas de fenêtre chez les Romains qui donnent sur l'extérieur. Le jardin est intérieur toujours. Donc ils sont bien protégés, ils sont entourés, ils sont suivis d'esclaves, du nutritor, du pédagogue toute la journée. Pour reconnaître un jeune Romain ou une jeune Romaine libre, dès la naissance, on lui met autour du cou un médaillon, une bulla, une petite bulle ronde, un médaillon qui s'ouvre et qui contient des amulettes. Et donc ce médaillon, il est symbole du fait que ce sont des citoyens, que ce ne sont pas des esclaves. Donc les enfants, les jeunes gens, les jeunes filles de bonne famille sont bien protégés à ce niveau-là. Bon, en dehors de toutes ces exceptions, eh bien, aucune trace de péché, aucune trace de culpabilité ne vient assombrir les relations sexuelles des Romains. Voilà. Alors bien sûr, la sexualité est phallocentrique, je vais dire. Donc elle est tout entière construite autour de l'homme libre qui est actif. Donc c'est-à-dire l'homme libre va pénétrer et jamais être passif, même dans les relations entre hommes. Alors qui pénètre-t-il? Bon, sa femme, vous en doutez. Pour une sexualité de reproduction, de nuit, habillée. Et la femme ne bouge pas, hein, d'accord? Puisque si elle bouge, ça peut venir à l'encontre de la reproduction. Donc la femme, elle reste très passive. Bon, puis comme disait Jean-Michel, tous les esclaves de la maisonnée peuvent être objets sexuels, hommes et femmes. Voilà. Donc l'esclave, il est passif, il se met au service de l'autre. Voilà. C'est le rôle de l'esclave ou de l'inférieur. Personne n'est choqué par... la maîtresse de maison non plus n'est pas choquée si son mari a comme objet sexuel diverses esclaves de la maison ou divers esclaves. Même dans certains textes, les matrones préféreraient, bon c'est toujours chez les poètes satiriques qui se moquent, préféreraient que le mari aille voir les esclaves hommes parce qu'il y a moins de jalousie, moins de conflits entre la maîtresse de maison et les esclaves prostituées, les esclaves femmes. Voilà. Après le côté obscur, bon, chez les Romains il y a quelques côtés obscurs, c'est ce que je vous ai mis là, les pueri delicati ou les pueri capellati, je vais vous expliquer pourquoi. Dans certains textes, on sait que les maris, les messieurs, s'entouraient de petits garçons dans la maison, les pueri, puer c'est l'enfant, de petits esclaves, d'accord, qui étaient élevés, mais on appelle ça dans les littératures des mignons, qui étaient élevés et qui étaient objets sexuels du maître de maison. Alors delicati parce qu'ils étaient mignons, etc. Ou bien dans la littérature, ils sont aussi appelés pueri capellati, parce que contrairement aux esclaves garçons, ils n'étaient pas tondus. Ils avaient des cheveux, capellati. Parce qu'on tondait les esclaves. C'était plus propre, c'était signe aussi qu'ils étaient esclaves. Ça permettait de les différencier. Donc voilà, dans le côté obscur de Rome, ce sont, entre autres, l'esclavage, l'abandon des enfants, etc. Ce sont les petits-enfants qui étaient au service du maître. Alors, il y avait des boutiques spécialisées à Rome qui vendaient ces enfants-là. Et le prix d'un puer delicatus, c'était 200 000 sesterces. 200 000 sesterces, on a retrouvé des prix... voilà. Donc 200 000 sesterces pour un puer delicatus. Personne n'est choqué par cela, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Là, pour nous, c'est la vision de l'horreur extrême. Personne n'est choqué chez les Romains. La sexualité n'a pas de tranche d'âge. Elle a juste une histoire de statut social. Donc, aucune tranche d'âge n'est exclue de la société.
Je vous ai dit que souvent la jeune fille était mariée à 12 ou 14 ans, mais selon Paul Veyne, souvent elle était mariée quelquefois en étant fillette, en étant non nubile. Et c'était pour le mari romain un signe que, bon, elle sera vierge évidemment pour lui, quoi. Donc Paul Veyne dit, en prenant des pincettes aussi, parce qu'il n'y a pas tellement de traces de ça, que les jeunes romaines étaient mariées peut-être bien plus tôt que l'âge de 12 ans. Et que c'était un jeu du mari d'attendre la puberté de sa... Enfin, d'attendre ou pas d'attendre, je ne veux pas que je dise attendre, la puberté de sa femme. Voilà. Bon, outre les pueri delicati, on avait d'autres solutions. Ce sont les dernières. À Rome, il existe une profession reconnue, la méretrix. Alors, ce n'est pas vraiment la prostituée de bas étage. La méretrix, c'est la courtisane. Alors, elle n'était pas actrice, hein, comme au 18e ou 19e. Elle était souvent mime. Alors, mima, en latin, tout simplement, mime. Alors, mais ce n'est pas le mime que nous, on connaît. C'était une danseuse, une chanteuse. Elle récitait des vers ou elle chantait tout en dansant. Alors ces mimes, c'était des prostituées haut de gamme en quelque sorte. Elles appartenaient quand même à un proxénète, un léno, chez les Romains. Mais elles étaient louées cher la soirée ou bien elles étaient entretenues par un homme pendant une année dans Rome. Elles avaient une maison, des richesses qui étaient données par leur amant. Voilà. Et sinon, pour les citoyens qui étaient moins fortunés et qui ne pouvaient entretenir une courtisane, il y a tout un tas de prostituées dans Rome. Alors elles sont appelées lupa, louves. Et lupanar, d'accord, c'est l'endroit où vous allez trouver les louves. Oh. Dans les rues de Rome, dans les carrefours, et puis au lupanar, dans les maisons de prostitution. Ouais. Alors là, la sexualité, elle se passe autrement, hein, c'est une sexualité plus érotique. Voilà. Quand on a une relation avec une courtisane, ça peut être une relation de jour, déshabillée, puisque dans les lupanars de Pompéi, les fresques montrent des dames qui ne sont pas du tout vêtues. Aller au lupanar ne pose aucun problème moral, aucun déshonneur pour les Romains. Alors, dans mon PowerPoint, j'ai encore utilisé des images de l'université de Caen dont je vous avais parlé pour les gladiateurs. L'université de Caen propose une visite de Rome, des monuments, des rues virtuelles, qui est très bien faite, qui a été reconstituée à partir de maquettes de la ville de Rome qui ont été faites par des historiens depuis longtemps. Il y a diverses maquettes de la ville de Rome. Donc là, ils ont reconstitué un lupanar. Bon, je pense qu'ils ont plutôt reconstitué un lupanar à Rome avec les renseignements qu'on a sur ceux de Pompéi qui ont été préservés, plutôt qu'à Rome, parce que je ne vois pas ce qui a été préservé à Rome comme lupanar. Là, c'est l'entrée. Alors, il y a des graffitis. Alors, à Pompéi, il y avait 25 lupanars. Enfin, on a des traces de 25 endroits où il y avait de la prostitution. Le plus célèbre, si vous l'avez visité, c'est celui qu'on visite où il y a un étage. Mais après, ils ont retrouvé des tas d'autres endroits. Ça pouvait être quelquefois dans une maison, une pièce qui était réservée à la prostitution. Un riche romain qui avait une grande maison, souvent difficile à vous expliquer, la maison pompéienne, elle a un mur sur la rue, plein souvent. Mais quelquefois, sur la rue, il y a des petites boutiques qui appartiennent au maître de la grande maison, des boutiques qu'il loue. Et on a retrouvé une pièce qui tenait lieu, on a pensé au début de boutique, mais sur le mur était gravé le prix de la prostituée. Donc, on pense que dans Pompéi, il y avait d'autres endroits plus petits que le lupanar qu'on visite là avec 8 ou 10 chambres, je ne me souviens plus,
qui étaient réservés à la prostitution et on en a retrouvé 25. Donc ce qui faisait beaucoup pour Pompéi quand même. Et pas une très grande ville. Alors si vous l'avez visité, vous vous souvenez que sur les trottoirs, sur un mur, il y a des pénis gravés qui normalement vous montrent la direction du lupanar. Bon, chez les Romains, les phallus, il y en avait partout, hein, dans les lampes pour éclairer la maison, sur le vestibule de l'entrée. C'était aussi pour la chance, comme une amulette. Ça portait chance, ça portait le bon oeil de peindre un pénis. Donc c'est pas sûr qu'ils montraient la direction des lupanars. Voilà. Donc j'en suis au fait que ça ne posait aucun problème moral d'aller au lupanar. Alors les graffitis de Pompéi ont été retrouvés. Alors je me suis amusée là à vous les traduire. 56 noms sur le lupanar qu'on visite à Pompéi ont été retrouvés sur les murs. Là, c'est un monsieur qui s'appelait Fructus. Voilà. C'est un peu difficile à voir en latin, les S sont très étendus. Mais bon, Fructus est lu. Alors, il y a eu une étude sur ces prénoms qui a affirmé que ce sont des prénoms pas de grande famille, pas Jules, Julius, etc. C'était des prénoms de gens modestes, de la plèbe, tout simplement. Parce que les grandes familles, ils avaient leurs esclaves à volonté toute la journée. Donc, est-ce qu'ils allaient au lupanar? Peut-être, sûrement pas. Ouais. Donc, c'était avec les 56 noms qu'on a retrouvés qu'ils appartenaient à la classe populaire. Là, c'est plus facile à traduire, même si les S sont un peu bizarres. En latin, c'est sunt, S-U-N-T. Là, c'est un A majuscule. Et après, vous avez deux barres qui signifient deux. D'accord? Donc, c'est le prix. Voilà. Deux As. Sunt, ça signifie, c'est en latin, c'est le verbe être au pluriel. Il y a, sont deux As. Voilà. Voilà, donc, après, il y a, je ne les ai pas tous mis là, il y a des avis de clients, comme nous sur TripAdvisor, ou je ne sais plus quoi. Voilà, bon, c'est assez rigolo. Alors voilà, je vous ai mis la suite de la reconstitution du lupanar, mais par rapport à celui de Pompéi, c'est assez plausible. Voilà, un couloir avec des chambres. À l'entrée, j'ai passé, il y avait un petit comptoir où c'était le tenancier du lupanar qui empochait l'argent du client. Ensuite, un peu plus loin. Bon, vous connaissez tous ça parce que sur les fresques du lupanar de Pompéi, sur chaque chambre, il y a une fresque érotique qui propose un service de la prostituée. Et puis, on a retrouvé aussi une salle de bain dans le lupanar, avec des latrines à gauche, là. Et puis, une baignoire avec de l'eau courante pour les prostituées ou pour les clients. Je ne sais pas. Voilà. Donc, le prix, c'était dérisoire, vu la correspondance là que je suis arrivée à faire. Alors à Pompéi, il y a une taverne où il y avait gravé sur le mur, heureusement, en sorte d'écriteau, le tarif des verres de vin. Et puis sur le lupanar de Pompéi, de 2 As à 16 As, selon la prestation de la prostituée. Voilà. Pour vous faire une équivalence. Et je vous rappelle que le puer delicatus vaut 200 000 sesterces. Pour vous montrer un petit peu la différence. Voilà, pour finir mon cours, je voulais prendre un petit peu de temps pour vous parler d'un auteur. J'aimerais bien faire ça aussi l'année prochaine. Un auteur célèbre qui a écrit un petit bijou. Alors, dans les diverses éditions de son livre, je vous ai pris la plus suggestive. C'est aussi une autre fresque du lupanar de Pompéi, très célèbre, d'accord, qui est au-dessus d'une chambre, comme là. Alors cette fresque à Pompéi, elle est effacée. Vous pouvez la voir reconstituée au musée de Naples, dans le cabinet secret, là où ils ont reconstitué diverses scènes érotiques.
Je vous le commente un petit peu avant de passer à Ovide. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est que la prostituée garde son strophion, le bandeau de son soutien-gorge. Vous avez dit tout à l'heure que la sexualité dédiée à l'érotisme se faisait complètement déshabillée. Bon, sur cette fresque, c'est la seule où la prostituée est à moitié dévêtue et où elle est sur l'homme. Alors là, vous comprenez que ce n'est pas la sexualité conjugale, voilà, puisque ce n'est pas la tradition dans le couple. Alors, Ovide, notre poète, a écrit L'Art d'aimer. Vous pouvez le trouver dans diverses éditions en français. Bon, là, c'était la folio classique que j'ai choisie pour la couverture. Mais vous avez les petites éditions Librio qui présentent L'Art d'aimer. Alors, ce sont des poèmes, mais comme pour l'Iliade et pour l'Odyssée, nous, quand on les lit, c'est en prose. On ne peut pas traduire un poème latin en poésie française. On peut, mais c'est très difficile. Donc ça se lit comme de la prose. Et Ovide, c'est un des auteurs de l'amour. À Rome, il n'y a pas que lui, il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Catulle qui a célébré Claudia, la dame romaine galante. Il y en a deux autres, mais Ovide, c'est celui qui me paraît le plus intéressant. Alors la première phrase ou les premiers vers de L'Art d'aimer sont les suivants. S'il est quelqu'un de notre peuple à qui l'art d'aimer soit inconnu, qu'il lise ce poème et instruit par sa lecture qu'il aime. Alors là, il y a bien le mot amare en latin. Voilà. Ainsi commence L'Art d'aimer. Je vous ai mis bijoux de la littérature antique. Alors c'est un petit manuel de séduction, je l'appellerai comme ça. Alors, à l'époque, il a eu un succès retentissant, parce que les livres étaient copiés par des copistes, mais ils se vendaient quand même dans l'aristocratie lettrée romaine. On en trouve des citations de ce livre sur les murs de Pompéi. Et il est sorti donc juste après, en 1 après Jésus-Christ, donc époque d'Auguste, Octave Auguste, le premier empereur. Et il a eu un succès retentissant. Alors, je vous ai mis dans mon cours, tout a été réuni pour en faire un best-seller au début de l'Empire. Il y a de l'élégance, des références mythologiques et un soupçon de transgression. Je pense que c'est aussi ce pourquoi il a plu. Alors, Ovide se protège en quelque sorte. Dans son ouvrage, il dit que les conseils qu'il donne là, pour draguer, pour séduire, s'adressent aux hommes et aux femmes que les lois n'obligent pas à rester fidèles à leurs époux, à leur époux. Donc il explique que ce serait plutôt pour une femme divorcée, une courtisane, un citoyen hédoniste ou un affranchi, parce qu'à cette époque il y a des affranchis et des affranchis IES aussi à Rome, qui ne sont pas limités par une morale sexuelle du couple. Donc dans son ouvrage, il le dit à plusieurs endroits, attention, j'écris pour une certaine partie de la population, mais bon, on y croit à moitié, les Romains y ont cru aussi à moitié. Voilà. Alors il y a 3 chapitres dans son livre de poésie. Le premier chapitre, il s'adresse aux hommes. Et en fait, ce sont des techniques de drague en quelque sorte. Comment trouver une femme à séduire à Rome? Alors il y a de multiples occasions, parce qu'il y a les spectacles, et les femmes vont au spectacle. Donc il y a les gladiateurs, il y a le forum, avec les boutiques, les marchés, et il y a un spectacle dont je n'ai pas parlé cette année, c'est le cirque. Donc les Romains étaient très très férus de courses de chars. Les courses de chars étaient beaucoup plus fréquentes que les jeux de gladiateurs. Pourquoi? Parce que c'était moins cher à donner. Donc, je vous ai expliqué, les jeux de gladiateurs coûtaient une fortune. Les courses de chars, non. Il y avait des équipes, on allait parier, etc. Donc là, c'est le Circus Maximus à Rome, dont il nous reste les traces de la piste. Malheureusement, on n'a pas les gradins, rien. L'université de Caen l'a recréé. Donc c'est un peu comme dans l'amphithéâtre, on est assis les uns à côté des autres sur des pierres de marbre, on est très serrés.
Voilà. Donc à Rome, ça donne l'occasion d'un lieu de drague potentiel. Donc je vais vous lire le texte. Donc Ovide donne des conseils à un jeune homme. Le cirque, avec son nombreux public, offre de multiples occasions. Assis-toi contre celle qui te plaît, tout près, nul ne t'en empêche. Approche ton corps le plus possible du sien. Heureusement, la disposition des places force les gens, bon gré mal gré, à se serrer. Et les dispositions du lieu obligent la belle à se laisser toucher. Cherche alors à engager une conversation qui servira de trait d'union et que tes premières paroles soient des banalités. « À qui sont les chevaux qui viennent là ?» demanderas-tu avec empressement. Et immédiatement, son cheval favori, quel qu'il soit, doit être le tien. Si comme il arrive, il vient à tomber de la poussière sur la poitrine de la belle, que tes doigts l'enlèvent. S'il n'y a pas de poussière, enlève tout de même celle qui n'y est pas. Tout doit servir de prétexte à tes soins officieux. Le manteau trop long traîne-t-il à terre? Prends-en le bord. Et avec empressement, soulève-le du sol malpropre. Aussitôt, récompense de ton zèle officieux, sans que ta belle puisse s'en fâcher, tes yeux verront des jambes qui en valent la peine. Regarde également tous ceux qui sont assis derrière vous, que leurs genoux ne viennent pas appuyer trop fort contre son dos délicat. De petites complaisances captivent ces âmes légères. Plus d'un s'est félicité d'avoir arrangé un coussin d'une main prévenante. On n'a pas non plus regretté d'avoir agité l'air avec un éventail léger et d'avoir placé un tabouret creux sous un pied délicat. Voilà. Dans la première partie de son poème, il donne des conseils comme ça au jeune homme. Deuxième partie, il dit au jeune homme, une fois que tu as conquis la femme que tu aimes, il lui donne des conseils pour la garder, pour que la relation dure. Bon, là, je n'ai pas pris d'extrait. J'ai pris un extrait qui me semble un peu satirique, là, sur la dernière partie de L'Art d'aimer. C'est un livre qui s'adresse directement aux femmes, aux jeunes femmes qui veulent séduire, être séduites bien sûr. Et il donne des conseils en coiffure, habillement, maquillage, en attitude qui mettent en valeur. Et puis la dernière page de L'Art d'aimer, c'est plus érotique que le reste. Il donne des conseils à la jeune femme pendant l'acte amoureux. Bon, je ne l'ai pas mis, vous irez le lire. C'est un peu Kama Sutra. Bon, ce qui est très rigolo, c'est que j'aime bien, c'est la dernière page de L'Art d'aimer. C'est si ta figure n'est pas terrible, eh bien tu te tournes. Voilà, bon, il y a des détails assez rigolos. Bon, mais là, je vous ai mis en texte des détails un petit peu moins érotiques, mais qui sont un peu acides, je trouve. Alors là, c'est donc, il s'adresse à la belle dame. Cache tes défauts comme tu le peux. Dissimule de ton corps les imperfections. Si tu es petite, assis-toi, de peur que debout on ne te croie assise. Celle-là, elle est terrible. Et étends ta menue personne sur le lit. Donc c'est un lit genre méridienne, où elle va recevoir son aimé. Même là, couché, pour qu'on ne puisse juger de ta taille, jette sur toi une robe qui cache tes pieds. Alors là, on sait des tas de choses grâce à Ovide sur vous allez voir, le vêtement féminin. Trop mince, habille-toi de vêtements en tissu qui étoffent, qu'un large manteau pende de tes épaules. As-tu le teint pâle, porte des vêtements rayés de couleurs éclatantes. Trop brun, emprunte le secours des blancs tissus de Pharos. C'est du lin d'Égypte qu'on importait à Rome. Un pied difforme doit toujours se cacher dans une chaussure blanche en cuir fin. Qu'une jambe sèche ne se montre jamais sans ses courroies ou ses lacets, c'est les sandales à lacets. De minces coussins conviennent à des épaules saillantes, qu'un corset saigne une poitrine étroite. Après, il exagère un peu là. Accompagnez vos paroles de gestes rares et menus si vos doigts sont gros et vos ongles peu polis.
Et puis, bouquet final. Si tes dents sont noires, trop longues ou mal rangées, tu te feras beaucoup de tort en riant. Bon, je vous assure, c'est un petit livre, c'est un petit bijou de la littérature latine qui m'a toujours fascinée. Bon, Ovide finit particulièrement mal. Après la parution de son best-seller dans la Rome antique, après des lectures publiques dans l'aristocratie qui se repassait le livre, pas sous le manteau, parce que c'était permis, Ovide, un jour, il reçoit un ordre d'exil, en 8 après Jésus-Christ, donc 7 ans après la parution de l'Art d'aimer. C'est Auguste, l'empereur, qui l'exile dans un lieu pas terrible du tout par rapport à Rome, en Roumanie actuelle, en Scythie, c'était le royaume des Scythes, la Roumanie, à Thôme, voilà, Thomis. Donc Ovide ne se suicide pas comme faisaient souvent les Romains parce qu'ils ne voulaient pas quitter Rome avec son luxe, etc. Et il part à Thôme. On ne connaît absolument aucune raison de l'exil d'Ovide. On ne sait pas pourquoi il a été exilé. Sa femme, avec son patrimoine, est restée à Rome. Et il va écrire de nombreuses lettres d'exil à sa femme sous forme de poèmes, de très beaux poèmes, qui sont édités, on les a encore ces poèmes. Il va adresser des lettres à Auguste, puis au successeur d'Auguste, à Tibère, qui prend la suite. Rien n'y fait, Ovide va mourir à Thôme, et voilà. Alors pourquoi ce ne sont que des hypothèses. Pourquoi l'Art d'aimer? Enfin, on pense que c'est à cause de l'Art d'aimer, bien sûr, qu'il a été exilé. Mais pourquoi? Moi, je vous rappelle qu'Auguste avait essayé de restaurer les bonnes mœurs du passé. Je vous en avais parlé lors de mon cours sur la dynastie julio-claudienne. Il avait édité une loi sur l'adultère. Mais en gros, c'était faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Bon. Il avait exilé Julie, sa fille, dans une petite île où elle va mourir parce qu'elle a trop d'amants. Voilà. Alors, est-ce pour cela que l'Art d'aimer a été jugé trop licencieux pour l'époque? Certainement. Mais on n'en sait vraiment rien. Donc, j'avais fait un petit schéma là, sous une apparence de bienséance, puisque normalement, ça doit s'adresser à des femmes libres, divorcées, veuves ou courtisanes. Pour moi, Ovide, il présente une vision nouvelle, une vision d'une société nouvelle, où les rapports hommes et femmes sont totalement différents. Où l'homme est chevalier servant, alors ça, pour les Romains, je pense que ça a dû choquer quand même. Où il y a des jeux amoureux dans ce couple d'amants, et souvent, Ovide le dit, c'est qu'une relation sexuelle doit arriver à une voluptas, à un plaisir partagé. Alors ça, c'est inédit chez les Romains. Et puis, bon, qu'est-ce que ça peut engendrer de plus, cette vision d'une nouvelle société? Pour un citoyen romain qui était soldat, puis citoyen, ça peut engendrer un désengagement politique. Un homme plus préoccupé par des sentiments que par les vertus de l'époque, le courage, l'honneur, la patrie, la politique, etc. Et ça peut arriver bien sûr à une idée de la destruction de la famille traditionnelle romaine. Voilà. Mais tout ce que je vous propose là, ce ne sont que pures hypothèses. On a dit aussi qu'Ovide avait été complice des relations qu'avait Julie, la fille d'Auguste, des relations extra-conjugales que Julie avait avec de multiples amants. Point d'interrogation. En tout cas, je pense que l'Art d'aimer, tout de même, a contribué à l'exil d'Ovide, voilà, qui en est mort, mais qui nous a offert un bijou de la littérature. Je vous invite à aller le lire. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Au prochain cours qui était noté, je ne l'assurerai pas. J'ai des raisons familiales importantes qui m'obligent à partir à Toulouse. Donc, dans 15 jours, je ne fais pas ce cours-là.
Donc le dernier cours auquel je vous convie, c'est fin mai, le 28 ou voilà, où du coup je passerai à ce que j'avais annoncé, ce sera Pompéi, la cité de Pompéi, les rues, les maisons. Il faut finir avec un peu d'architecture. Voilà. Je vous renverrai un message pour vous rappeler que dans 15 jours je suis absente et je pense que l'UTL mettra un petit quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors aujourd'hui, je ne me suis pas chronométrée. Merci monsieur de m'avoir enregistré. Ah, j'ai dépassé, mais c'est à cause d'Ovid. 1h10. Oui, je vous remercie. 1h10.